passer à la conclusion, et la conclusion, c'est avec celui qui synthétise le mieux au monde une matinée d'échange, des informations, des citations, et surtout tout ce qu'il faut retenir, le wrap-up de cette matinée New Deal. C'est Julien Lévy, qui est aujourd'hui, évidemment, vous le connaissez sans doute, professeur associé et directeur scientifique, qui travaille à HEC, et qui est avec nous à distance. Comment vas-tu, Julien? Je vais fort bien et merci de m'accueillir parmi vous, Marion. Avec plaisir. Alors, prenons un peu de temps, Julien, pour justement faire cette conclusion consacrée à la software compagnie, les grands enjeux aujourd'hui des entreprises françaises notamment. Alors, je regrette de ne pas être parmi vous. Je ne suis pas resté en Tunisie pour fuir la canicule qui a lieu en France en ce moment. Je crois qu'il fait plus frais en Tunisie qu'en France. Mais parce qu'hier, il y avait une grève générale et donc l'espace aérien était complètement. La technologie, ce séminaire du début à la fin, tout passionnant. Et je vais essayer de partager effectivement quelques key learnings. Le premier, évidemment, on a commencé, on a beaucoup tourné autour de la mobilité et de l'automobile avec l'intervention d'Eric Dallavecchia et de Mehdi Assaidi, d'Yves Bonnefond de Capgemini, Yves Bonnefond de Stellantis. Et c'est tout à fait passionnant de voir que une industrie qui est emblématique de la révolution industrielle, l'automobile, devient aussi emblématique de la révolution digitale. On sait l'impact de l'automobile dans l'économie industrielle, l'invention du moteur thermique, le Fordisme qui a permis de repenser les modes d'industrialisation, mais aussi du coup de démocratiser le produit, et puis la création d'un nouvel environnement qui a eu un impact colossal sur la création d'une industrie, la création de réseaux routiers, l'impact sur l'urbanisme, sur le commerce, l'industrie pétrolière. Donc c'est vraiment un secteur d'activité emblématique de la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on voit bien que cette industrie fait face à un nouveau défi. Le défi de la sustainabilité, qui cesse d'être un discours, mais pour se traduire en obligations et en contraintes réglementaires, le bouleversement technologique qui est apporté par le digital et par la data et son évolution à travers de nouveaux business models, la création de nouveaux écosystèmes. Et ça a été très intéressant de voir qu'est-ce que signifie une software compagnie dans le secteur automobile en disant bah, ça veut dire qu'on vise l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire qu'on repense les modes de production. Ça veut dire aussi que on revoit les réseaux de logistique, les modes de fabrication en usine. Ça veut dire que l'excellence opérationnelle, qu'on doit absolument réduire les temps de développement. Ça a été bien souligné par Yves Cazot, mais aussi par nos amis de Stellantis, Yves Bonnefond. Le temps de développement d'une automobile, c'est 3 ans. Il s'agit de le réduire ici à 3 mois. Une software compagnie, ça veut dire évoluer beaucoup plus vite. Et ce qui a été, je trouve, fascinant dans les discussions qu'on a vues, c'est de voir à quel point l'automobile cesse d'un simple bien de mobilité pour devenir une plateforme de service. Le terme a été utilisé plusieurs fois. Plateforme de service, ça veut dire qu'on va réactualiser la voiture à travers de nouvelles versions. Et on a vu que c'était aussi une façon de créer de la valeur sur le marché de l'occasion, de prolonger la durée de vie des véhicules, ce qui est un des enjeux de la sustainability. Plateforme de service, ça veut dire aussi qu'on repense l'expérience client. On a vu avec notre ami d'AWS que le temps de commuting était un temps qu'on devait rendre utile ou qu'on devait rendre agréable. Mais à travers, au-delà du commuting, c'est toute l'expérience client qu'il s'agit de repenser. On voit aussi que quand on produit de la data, puisque essentiellement aujourd'hui les voitures sont des machines à produire de la data, eh bien on crée des nouveaux usages, on crée des nouvelles opportunités, on crée aussi des nouvelles façons de créer de la valeur. Et pour moi, cette transformation d'une industrie comme l'industrie de l'automobile est l'illustration parfaite d'une phrase qu'on a bien employée à NetExplo sur qu'est-ce que c'est que la révolution digitale. La révolution digitale, c'est fondamentalement de tout transformer en data pour tout transformer par les data. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu dans le débat, c'est que l'automobile devient un objet connecté et que sa valeur vient sans doute plus du fait qu'elle produise de la donnée qu'on va pouvoir exploiter pour transformer l'expérience que la simple aspect de mobilité.
Alors on peut se demander, et ce sera mon deuxième key learning, est-ce qu'on assiste plutôt à quelque chose à travers cette discussion de tech-driven? Est-ce que c'est la technologie qui a conduit ces transformations? Ou alors un autre thème qu'on a vu apparaître, est-ce qu'on est très customer focus? Est-ce que c'est finalement les besoins du client et la focalisation sur le client qui a conduit à ces évolutions? Et je dirais ni l'un ni l'autre, un peu des deux. J'ai l'impression qu'ici, dans le domaine même de l'innovation. Alors l'innovation, c'est un terme un peu bateau, tout le monde sait ce que c'est que l'innovation, etc. Moi, j'aime bien définir l'innovation de façon extrêmement simple. C'est une façon nouvelle et meilleure de résoudre un problème. C'est ça l'innovation fondamentale, une façon nouvelle et meilleure de résoudre un problème, avec évidemment le point d'interrogation qui est de dire, mais c'est quel problème? Et le problème de qui? Alors, ça peut être le problème des clients. Et dans ce cas-là, on va faire de l'innovation qui va être très customer focus. Mais je dis le problème du client, je devrais dire, parce que ça a été souligné dans le débat, le problème des clients. On voit bien que dans le secteur automobile, qui est un secteur mondial, les usages des voitures sont différents d'une partie du monde à une autre, et puis même dans chaque partie du monde, eh bien, il y a des usagers différents qui ont donc des attentes et des problèmes qui sont différents. Et c'est très intéressant de voir alors qu'il est compliqué, on sait bien, de personnaliser des véhicules, puisque ça entraîne des tas de complications comme logistique et production, eh bien, être une software company permet beaucoup plus facilement de personnaliser l'expérience du véhicule. Et de ce fait, on assiste sans doute au sein des entreprises automobiles à une plus grande focalisation sur les spécifications, diversification des cibles, en se disant le software va permettre de s'adresser beaucoup mieux à chaque cible en répondant à des usages spécifiques. Donc la multitude des usages est favorisée par le versionning de la partie software de l'expérience client du véhicule, mais c'est du versionning par design, puisqu'il y a toujours eu des usages différents d'un véhicule, mais aujourd'hui, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Alors, quand on parle d'innovation, et on l'a vu plusieurs fois dans les débats, on parle aussi de cycle d'innovation. C'est-à-dire qu'on voit bien ici que euh, quand on résout un problème, on crée une nouvelle situation, et cette situation crée de nouvelles opportunités ou bien de nouvelles difficultés, c'est-à-dire, on peut dire aussi de nouvelles complications. À chaque nouvelle situation, on crée des nouvelles complications qui peuvent être soit des problèmes qui naissent et qui sont nés, soit des opportunités nouvelles qu'on saisit. Et plusieurs illustrations ont été données durant cette matinée, où on voit comment le fait de collecter des données de conduite permet, par exemple, de développer un modèle économique qui est Pay as you drive. Mais Pay as you drive, ça signifie aussi que peut-être qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire du véhicule, mais simplement un usager. Et donc, ça veut dire une nouvelle façon de commercialiser des voitures, d'utiliser les voitures, un nouveau business model, un usage qui est supérieur à la propriété. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on résout un problème par l'innovation, on ouvre des opportunités et on commence un enchaînement de conséquences qui autorise un cycle. Et dans cette démarche-là d'innovation, je crois que la technologie, c'est essentiellement un enabler, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est-à-dire que ce n'est pas la technologie qui va définir ce qui est pertinent pour l'entreprise et pour le client, mais elle contribue à rendre possible. Elle ouvre des opportunités de business, aussi bien dans les process internes, dans la fabrication, que vis-à-vis des clients. Et puis pour conclure sur cette partie d'innovation, ces cycles-là, et ça a été répété à plusieurs fois, je l'ai mentionné un peu avant, ça favorise la rapidité du cycle. Il y a une accélération des innovations. Alors le troisième thématique que j'ai vu apparaître dans la vidéo, c'est les talents. Et c'est venu très très tôt, dès l'intervention de départ. Il y a une table ronde qui a été consacrée à ce sujet, mais c'est un sujet qui a perdu dans l'ensemble des interventions. Alors les talents, où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver dans les partenariats. C'est les sociétés de conseil qui sont très très bonnes, je peux vous le dire en tant qu'HEC, à recruter les jeunes talents et à les former. Mais c'est aussi, on l'a vu à travers les exemples, ça vient de partenariats avec AWS, avec Foxconn, avec Microsoft, avec d'autres entreprises. Et donc, c'est des entreprises qui vont apporter aux entreprises dites traditionnelles des talents et des expertises qui leur sont utiles. La deuxième source, c'est l'interne. Et
Anne Feininger a bien souligné ici que face à un problème contingent de capacité de recrutement, à un manque des talents, il y a un défi majeur pour les entreprises qui est de former les talents internes. Alors, c'est nécessaire face à la pénurie, mais c'est aussi nécessaire parce que l'organisation changeant, les métiers évoluent. Et il reste, on a souligné du côté des écoles de télécom et de Polytechnique que ce qui est clé, c'est les compétences, de reconnaître les compétences. Bertrand David l'a beaucoup souligné. Et puis la troisième source, c'est évidemment le recrutement. Pénurie des compétences, compétition entre entreprises pour recruter. Et la difficulté qui a été soulignée, c'est qu'être une software compagnie, ça veut dire aussi qu'on est en compétition directe face à Microsoft ou face aux GAFAM. Et là, la tâche est quand même est complexe. Donc, il y a une interrogation sur l'attractivité des secteurs industriels. Quand Stellantis se redéfinit comme une mobility tech company, ça signifie aussi ce n'est pas l'entreprise automobile de papa ou du temps de Pompidou avec la cigarette Amadeus en prime, c'est vous allez entrer dans un autre type d'entreprise qui peut se comparer aux femmes. Et puis, ce qui a été souligné dès le début par Kyriak et qui est revenu aussi, c'est que ces talents-là, il leur faut pas seulement un contexte de travail pour y revenir, mais ils cherchent un travail qui s'accorde à leurs valeurs. Or, je dois dire que la génération qui vient est assez moralisatrice. Alors ça, c'est pas un 68 heures, je suis pas 68 heures, mais c'est assez frappant de le voir chez les étudiants. Et donc, la question des valeurs est une question très pertinente. Donc, c'est la sustainability, c'est l'impact sur le monde. Et il faut savoir comment les entreprises peuvent utiliser le levier de leur nouvelle politique de développement durable pour recruter ces talents. Enfin, sur les talents, je conclurai par un point qui est largement souligné par Finger, qui est la diversité des talents. En fait, quand on parle de talents, ce n'est pas seulement des développeurs, mais c'est plein d'autres métiers technologiques autour quand on en parle de software compagnie, c'est l'intelligence artificielle, c'est la data, mais c'est aussi tout ce qui est beaucoup plus soft, c'est-à-dire la gestion des projets, la gestion des modes agiles, c'est aussi le designer. Et donc, ce qu'il faut souligner ici, c'est que quand on parle de talent, on parle aussi de diversité. Quatrième point de cette conclusion, c'est le mode de travail. C'est-à-dire que c'est très très bien de recruter des talents de gens qui vont apporter de l'innovation dans les entreprises. Encore faut-il que ces entreprises permettent à l'innovation de se développer. À très nombreuses reprises, on a souligné l'importance du mindset de la culture d'entreprise des people. Éric Chagnot a dit people, mindset, culture. Et pourtant, Éric Chagnot, c'est quelqu'un qui très très bien en technologie. Je crois que fondamentalement, quand on parle de software compagnie, on parle d'innovation, de projets qui passent de projets d'exploitation à des projets d'exploration. Projets d'exploitation, c'est des projets classiques au sein des entreprises. On est face à des problèmes connus. Il y a un savoir-faire de l'entreprise pour gérer ces problèmes. On instaure un planning, on fait de la gestion du risque, et les grandes entreprises savent très très bien gérer ça. Dans les projets d'exploration, étant donné qu'on explore, on entre de nouveaux domaines, ce qu'on gère, ce n'est pas le risque, c'est l'incertitude. En fait, on n'est pas sûr que la façon de résoudre le problème soit la bonne. On tâtonne, on essaie. Le développement d'un projet, c'est un learning process où en fait on substitue des connaissances à l'incertitude. Et le risque est inhérent des projets d'exploration parce qu'il n'est pas garanti du tout qu'on réussira, mais au moins on aura appris. Alors vous savez que dans les entreprises, on sanctionne les fautes et et le risque, c'est un risque élevé d'échec et on confond l'échec et la faute. Dans une culture d'exploration, l'échec fait partie du processus normal de l'exploration et ne se traduit pas par une faute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, si elles veulent innover, si elles veulent attirer ces talents d'innovateurs, elles doivent adapter des modes beaucoup plus agiles. Et donc, on doit avoir des organisations pour l'exploration, pour l'innovation. Et là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais j'ai l'impression, dans les témoignages qu'on a entendus, que ce processus est clairement identifié. Ça veut dire des talents qui sont plus autonomes. Le slogan de Microsoft, Empower, c'est exactement ça. Il faut créer du pouvoir chez les explorateurs, chez les innovateurs. Ça veut dire qu'on propose aux talents d'apprendre. Éric Chagnot soulignait qu'attention, on ne recrute pas seulement des expertises, ils doivent être sans cesse dans des challenges pour pouvoir apprendre. Et puis ça veut dire des individualités. Et puis je conclurai par mon dernier point,
qui est de dire que ce qui est fascinant, ça a été le jeu entre GAFAM et grandes entreprises. J'ai été fasciné par la collaboration que Stellantis fait avec AWS et par le témoignage. Tu as dit, Marion, c'était un peu long. Moi, j'ai vu ça. C'est passé très très vite de Osgur Tomku. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on se dit, une software compagnie, c'est aussi une nouvelle entreprise. Et peut-être que plutôt que la GAFAmisation, ce qu'on assiste, et j'espère que je ne me fais pas d'ennemis, c'est l'appellisation des grandes entreprises. Regardez Apple. Apple vend bien, il gagne sa vie à vendre des biens. Aujourd'hui, 21% de son chiffre d'affaires, c'est uniquement des purs services. Les stores, etc., etc. Ils créent un continuum entre les services, les logiciels et les biens. Ils sont consumer-centriques et la technologie, c'est un enabler, ce n'est pas une fin en soi. Donc peut-être, et ce sera ma conclusion, que la software compagnie, c'est la GAFAmisation des grandes entreprises. On GAFAmise dans le processus de développement, beaucoup plus rapide. On GAFAmise dans le mindset et l'organisation. On GAFAmise par la focalisation sur l'innovation. Et peut-être que, vous savez, on se plaint qu'on n'a pas assez de licornes ou qu'on n'a pas assez de GAFAM. Ben, peut-être que la conclusion qu'on peut tirer de cette matinée, c'est que nos GAFAM, c'est le CAC 40, ou du moins, c'est le défi pour ces entreprises du CAC 40. Julien Lévy, professeur associé, évidemment membre historique de NetExplo et du centre Innover et Entreprendre d'HEC, si vous voulez explorer plus de choses. Merci Julien. Je suis rejointe par Thierry App, cofondateur de NetExplo et de cette initiative New Deal. Tu voulais conclure avec moi ? Oui, d'abord pour remercier l'ensemble des intervenants. Je pense qu'on a eu des contenus très riches sur un domaine qui est vraiment en devenir. Et je pense que le rôle de NetExplo, c'est toujours d'essayer d'anticiper quelles sont les évolutions qui vont avoir un impact sur le business des grandes entreprises, sur également, bien évidemment, toute l'économie et la société plus généralement. Ce que je retiens, c'est le fait qu'il y a de toute évidence un vrai mouvement qui est en train d'émerger. Alors probablement que les entreprises que nous avons eu la chance d'entendre, d'écouter, sont particulièrement portées sur ces sujets parce que le marché est under pressure, comme on dit. On sent qu'il y a une pression très très forte, mais c'est quand même des acteurs qui ont une démarche volontariste avec une vraie vision. Et ça, je voudrais insister sur le sujet parce que je pense qu'on a eu accès ce matin à des témoignages d'une très grande qualité, aussi bien pour Capgemini Invent sur la partie, j'allais dire, de la vision globale de ce marché, que de Stellantis, avec vraiment une prise de position très forte, extrêmement différenciatrice et qui, à mon avis, doit être suivie dans l'avenir parce que c'est un acteur mondial. Et on voit bien à ce point que les enjeux vont très très loin dans la réussite économique de l'entreprise. Je pense bien évidemment à Michelin, parce que c'est une entreprise extrêmement innovante, mais au-delà du private joke sur les 130 ans d'innovation et de numérique, je pense qu'il y a de toute évidence dans cette entreprise un vrai engagement sur le people, sur le business et sur la planète qui conduit en quelque sorte à avoir la meilleure organisation, et je pense que leur schéma est particulièrement intéressant. Je pense aux partenaires de Stellantis aussi, parce que Foxconn et Amazon Web Services, c'est pas n'importe quoi. Et j'en vois à quel point ces entreprises jouent un rôle essentiel, ce qui pose des questions notamment de souveraineté qui sont essentielles. Et puis, je voudrais terminer sur Microsoft, parce que je crois que la notion d'empowerment, c'est absolument essentiel, et qu'on ne réussira que si on laisse finalement la possibilité à tous les acteurs de eux-mêmes grandir dans cette évolution. Et c'est la raison pour laquelle c'est un challenge qui est très compliqué, mais qui va être essentiel dans les années à venir. Donc vraiment un grand merci à tous. Merci d'avoir suivi aussi bien les personnes présentes que aux échos, au auditorium des échos, dans le cadre de cet événement à l'occasion de Vivatech, que l'ensemble des personnes qui nous ont suivis, et je pense notamment aux personnes de Télécom Paris et de l'X qui sont intervenus à la journée, dont un certain nombre de l'écosystème, des personnes de l'écosystème nous ont suivis sur Internet. Merci. Merci beaucoup Thierry. Et puis rendez-vous à la 12e réunion rencontre New Deal qui sera cet automne, avant le mois de décembre, et toujours sur une nouvelle thématique d'avant-garde. Merci. Alors, on se retrouve à l'automne. Merci beaucoup. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur netexplo.com. Merci, à bientôt. Merci.